Bonjour, bonsoir. Notre quatrième plateau dans le cadre de la collaboration avec IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Ce quatrième plateau porte sur la gouvernance responsable des régimes fonciers dans le bassin du fleuve Sénégal. Nos invités, Dr Daouda Diarra, en charge de la réforme foncière au ministère du Développement rural du Mali. Professeur Lalla Aïcha Cheikhoué Draogo, présidente du comité de solidarité avec les victimes des violations des droits humains en Mauritanie. Cheikh Seck, député maire, président de la commission développement et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale sénégalaise. Et puis Cheikh Omar Ba, sociologue, directeur exécutif d'IPAR, un think tank ouest-africain. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Nous allons, avant de venir aux questions, regarder ce sujet à propos de la rencontre sous-régionale qui vient de se tenir à Dakar des représentants des pays de l'OMVS, Mali, Mauritanie, Sénégal, plus la Gambie. Les participants viennent des États de l'OMVS, de la société civile, des parlementaires de la CEDEAO, du SILS, entre autres acteurs. Regardons le sujet. Les travaux de l'atelier régional sur la gouvernance responsable des régimes fonciers dans le bassin du fleuve Sénégal se sont achevés à Dakar. Un nouveau projet de gouvernance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal a été lancé. Durant 3 jours, experts, consultants, représentants du gouvernement comme du privé, organisations de la société civile, parlementaires du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie et du Sénégal ont planché sur le bilan des activités des directives volontaires mises en œuvre et gérées par la FAO et l'initiative prospective agricole rurale réalisée dans le bassin du fleuve Sénégal. Ce projet représente une réponse locale et régionale à une demande croissante de nombreux acteurs du bassin du fleuve Sénégal. Des thèmes relatifs aux enjeux des défis de la gouvernance foncière, les directives volontaires et initiatives des organisations régionales IMOA, CEDEAO et SILS, contenus dans le bilan, ont suscité de vifs débats consensuels. Le nouveau projet pour une gouvernance foncière améliorée, pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal, a été également examiné par les participants. Ce nouveau projet financé par l'Allemagne fédérale doit permettre, entre autres, de créer un espace commun de prospérité pour les citoyens qui vivent dans la région, où les avantages des investissements sont répartis entre toutes les personnes, y compris les groupes vulnérables comme les femmes, les paysans sans terre. Naturellement, il s'agira de renforcer les liens et les initiatives relatifs aux directives volontaires dans ces 3 pays, de renforcer les capacités des acteurs et enfin de renforcer les plateformes inclusives, multi-acteurs et de mécanismes de dialogue. Cheikh Omar Ba, justement, pour vous lancer, pourquoi cette rencontre de Dakar était importante et quel entendement on devrait avoir de l'enjeu de la gouvernance foncière? Merci, M. Khan. Cette rencontre nous paraît être extrêmement importante dans la mesure où elle a permis de faire dialoguer des acteurs qui ont des niveaux de responsabilité différents, comme les parlementaires, les États, la société civile, les organisations paysannes, les femmes, les jeunes, les chercheurs, pour ensemble mutualiser leurs connaissances et leur expertise, et puis surtout aider à mieux gérer les ressources naturelles. Parce qu'on sait que dans nos pays, dans nos espaces, on voit que la terre ne va jamais augmenter, alors que la population va doubler d'ici 2050. On sait qu'on ne peut pas habiter sur une autre planète, on n'a que celle-là. Or, on a des besoins différents, des usages différents en termes d'habitat, en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de tourisme, en termes de mines. Donc, toutes ces considérations font que la gestion de la terre peut amener effectivement des concurrences et parfois même des conflits
On se souvient, il y a eu des conflits, que ce soit dans certains villages, entre peut-être des parties comme entre la Gambie et le Sénégal, entre le Mali et la Mauritanie, entre la Mauritanie et le Sénégal en 89. Donc il y a eu beaucoup d'événements qui, si on ne les gère pas mieux, ça peut être source de conflit. Alors que la terre doit nous unir, parce que c'est les mêmes populations. Et nous avons pensé en tant qu'experts de faire des études pour montrer les enjeux qui sont autour de la gestion foncière et pour que nos autorités, qui sont intéressés par effectivement l'atteinte de l'autosuffisance en riz, l'atteinte de la souveraineté alimentaire, nous avons pensé que la terre doit être plutôt un lien qui doit nous unir, et plutôt qu'un point de conflit. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, nous avons aujourd'hui un traité au niveau international, en partenariat avec la FAO et IPAR. Nous avons pensé qu'il était important de faire connaître ces directives volontaires, qui sont un engagement de 130 pays au niveau mondial. C'était difficile pour trouver un consensus, parce que quand on dit directive et volontaire, ça paraît être effectivement contradictoire. Absolument. Mais l'idée, c'est de dire que ça ne doit pas remplacer les lois, mais les lois doivent s'inspirer de ce consensus mondial, où quand même il y a eu beaucoup de négociations entre les catégories d'acteurs pour arriver à ce consensus que nous voudrions partager entre les autorités de l'espace. Et nous avons été très satisfaits d'avoir eu nos collègues de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal ensemble, qui sont en train de dire aujourd'hui comment on fait pour même renforcer la solidarité au-delà de nos États, en tant que société civile, en tant que parlementaire, en tant que journaliste. Je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut inscrire cet atelier. Très bien. Et notre plateau est un échantillon de votre atelier. Un acteur étatique, c'est Dr Daouda Diarra. Vous êtes chargé de la réforme foncière au ministère du Développement rural du Mali. Justement, comment cette réforme se passe chez vous et quelle est l'interrelation entre votre pays et les pays de la sous-région comme ceux de l'OMVS, par exemple? Et effectivement, le Mali a ouvert le chantier de la réforme foncière depuis 5 ans maintenant. L'objectif visé, c'est de mettre en place un dispositif qui puisse donner beaucoup plus de droits aux citoyens, de droits fonciers, éviter l'injustice et construire, bâtir un espace de justice sociale entre les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que la gestion des terres constitue une grande préoccupation pour les pouvoirs publics. Alors, faute de mettre en place les textes, les lois, il faudra reconnaître qu'il y a trop de désordre dans la gestion au niveau des citoyens. Donc, avec l'avènement de la réforme foncière, dont j'ai la lourde responsabilité de conduire dans mon pays, je pense qu'il est opportun et même très important de se retrouver dans ce cercle-là, que IPAR a bien voulu négocier avec le partenaire allemand et qu'aujourd'hui nous sommes en synergie d'action avec les autres pays parce que seul, ce serait très difficile. Nous partageons un certain nombre de choses ensemble, dont le patrimoine foncier. Oui. Nous pensons qu'il faudra s'inspirer des expériences des autres, une espèce, j'allais dire, de vision à partager, de savoir à partager, de savoir-faire à partager, pour qu'en benchmarking, nous puissions faire des transpositions de pratiques et que nous puissions arriver surtout à protéger et sécuriser les droits fonciers. Donc le processus est ouvert au Mali, il est engagé et il faut qu'il soit en harmonie entre surtout les pays qui partagent un peu ce patrimoine foncier. Donc notre présence à cet atelier est très important et nous pensons beaucoup faire pour apporter non seulement notre contribution à la réussite de ce grand programme qui part en relation avec la FAO est en train d'initier, mais aussi que nous puissions recevoir de cette expérience des autres pays pour que nous puissions construire quelque chose de solide. Petite question, comment se manifestent les conflits fonciers au Mali? Mais les conflits fonciers, c'est souvent difficile et dramatique. C'est des affrontements entre les agriculteurs et les éleveurs, souvent. Ensuite, il y a souvent même entre agriculteurs pour des problèmes de limites, les limites de terrain et de champs. Et souvent, ces affrontements, malheureusement, terminent par des coups, des blessures.
Et souvent, c'est des familles qui sont effondrées, des villages qui sont complètement désagrégés. Donc, en un mot, il y a une espèce de menace au niveau du monde paysan. Et si on ne prenait pas garde, ça peut vraiment arriver à des extrémités regrettables. Et comme on le sait aussi, même entre États souvent, entre pays souvent. Oui. Et ça pose des problèmes. Ça peut être source de guerre. Source de guerre entre les différents États. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose à prendre avec une grande considération. Très bien. Cher Seck, député maire à l'Assemblée nationale sénégalaise, vous dirigez la commission développement et aménagement du territoire. C'est comme s'il parlait du Sénégal. C'est à peu près les mêmes conflits. Comment se présente pour le député que vous êtes l'enjeu de la gouvernance foncière? Merci beaucoup, Mamadou. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de similitudes entre donc, nos États. Mais je voudrais d'abord saluer cette initiative de IPAR, donc en rapport avec la FAO, qui dans toutes les réunions de réflexion, dans tous les ateliers, nous sommes conviés, l'Assemblée nationale. Et cela est extrêmement important parce que nous sommes des représentants du peuple. Et deuxièmement, l'autre avantage que nous avons, c'est que la majeure partie des députés sont soit des maires, des présidents de département ou des conseils municipaux et départementaux. Et qui parlent de collectivités locales également, parlent de gestion foncière. Donc c'est un domaine sur lequel c'est notre vécu quotidien. Donc nous associer à la réflexion pour mieux initier les députés, les sensibiliser aux directives volontaires, ne contribue qu'à pacifier l'espace. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, la terre est source de conflit. Or, cela ne devrait pas être le cas. Et non seulement la terre, parce qu'il parle de gouvernance foncière applicable aux terres, aux pêches et aux forêts. Toutes ces différentes composantes sont tous sources de conflit. Les terres, c'est source de conflit parce que je pourrais même dire au-delà même des conflits, toutes les guerres proviennent de la terre. Parce que soit c'est la terre directement ou c'est les minerais qui sont dans la terre ou les produits qui sont dans la terre. Je pense que de ce point de vue, il est urgent. Et surtout des pays qui habitent le même écosystème. Je parle d'écosystème parce que la sous-région étant la même. Et puis nous avons des intérêts communs. Par exemple, nous parlons du bassin du fleuve Sénégal. Donc aujourd'hui, qu'il s'agisse de Manantali, de Diama, etc., c'est des barrages que nous partageons. Et chaque pays a son intérêt. Et donc si on ne partage pas les expériences, si on n'échange pas sur le problème foncier, on essaie de mettre en place une législation qui aura le maximum de similitudes, peut-être quelques spécificités d'accord, mais là je pense que ça ne contribue qu'à pacifier l'espace foncier. Et c'est en ce sens que nous, en tout cas parlementaires, nous nous réjouissons donc de cet atelier et nous avons participé, échangé les expériences avec nos collègues de la Gambie, nos collègues de la Mauritanie, nos collègues du Mali pour voir comment eux ils gèrent la terre chez eux, mais également nous aussi chercher à d'abord les mettre au courant du processus de gestion que nous avons, mais aussi échanger pour qu'ensemble qu'on puisse trouver vraiment des... Au Sénégal, l'heure aussi est à la réforme foncière qui prend du temps et dernièrement on a suivi tout ce débat et c'était d'ailleurs l'objet de notre dernière émission dans le cadre de cette série sur la déclaration du président Macky Sall à l'époque disant qu'il n'était pas question de laisser entre les mains des élus locaux justement l'enjeu de l'immatriculation des terres. Oui, le président a parlé de l'immatriculation, il n'a pas parlé de gestion. Parce qu'on ne peut pas dissocier la gestion foncière des collectivités locales. Le président le sait très bien, c'est un ancien maire, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Il sait ce que c'est que la terre. L'immatriculation devrait être encadrée effectivement par l'État. Mais la gestion directe de la terre ne peut se faire que par les collectivités locales. Très bien. Madame Lala Aïcho Draogo, une fois n'est pas coutume, on termine par les dames. Vous êtes la présidente du comité de solidarité avec les victimes des violations des droits de l'homme, des droits humains en Mauritanie. À votre tour sur la gouvernance foncière. Bien, merci d'abord à vous, M. Kane, et à la télévision aussi TFM. De nous avoir donné l'opportunité un peu de partager avec vous ce que nous pensons donc de cette gouvernance foncière. Et j'aimerais juste ajouter que
En tant que présidente du comité de solidarité, je suis là au nom du réseau dans lequel se trouve ce comité de solidarité qui est le ROSA. C'est le réseau des organisations mauritaniennes sur la sécurité alimentaire. Okay. Donc pour moi aussi, je me réjouis beaucoup de cet atelier parce qu'il nous a permis en tant que société civile de nous mettre sur une même table avec les élus locaux, avec les parlementaires, avec l'État, ce qui n'est pas chose facile. Parce que généralement, nous sommes des gens qui sont proches des populations, nous vivons généralement les problèmes que vivent les populations et nous avons besoin de partager, nous avons besoin de discuter, nous avons besoin de voir ensemble comment trouver des solutions aux problèmes concrets que nous vivons et que les populations vivent. Et pour vous, la terre est une question de droit de l'homme. C'est une question, la terre est une question des droits et surtout une bonne gouvernance, une gouvernance foncière, donc qui est une bonne gouvernance foncière permet la sécurité alimentaire, permet aussi de préserver le droit à l'alimentation, qui est aussi un droit humain. Et c'est pourquoi cet atelier, donc d'ailleurs au-delà de l'atelier, tout le programme nous intéresse à plus d'un titre. Et c'est pourquoi aussi nous avons, en tant que société civile mauritanienne, participé au premier programme, qui a eu lieu, qui a été financé par le FIDA. Et aujourd'hui, nous nous engageons aussi avec eux dans ce nouveau programme qui est de la gouvernance foncière améliorée et pour une prospérité aussi partagée, parce que ça, c'est extrêmement important. S'il y a des problèmes aujourd'hui, nous estimons par rapport à la terre, c'est parce que la prospérité que cette terre-là octroie n'est pas bien partagée. C'est parce qu'il y a des injustices sociales, c'est parce qu'il y a de la discrimination. Par exemple, toutes les populations n'ont pas les mêmes droits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous venons veiller à ça. C'est notre rôle de veille qui fait qu'aujourd'hui, en tant que société civile, nous devons veiller à ce que la justice donc, existe dans le partage de la terre et du fruit que cette terre-là apporte. Donc toute la population, toutes les communautés aient le même droit par rapport à cette terre. Surtout les populations les plus vulnérables telles que les femmes. Par exemple, les populations sans terre. Ça, nous l'avons dans tous nos pays et nous savons que c'est source de conflit. Parce que les femmes aujourd'hui constituent les 70% de la main-d'œuvre par rapport aux foncières et aujourd'hui elles n'occupent pas plus de 3% des terres. Et alors, ça, nous estimons que c'est une injustice qui est un peu grave et qu'il faut un peu corriger. Vous êtes donc un groupe de pression, mais quelle est la réaction des décideurs étatiques quand il arrive que vous dénonciez des cas de violation de droits humains liés à la terre? Bon, dans tous nos pays, c'est presque la même chose. L'État, au début, ils sont réfractaires, ils n'acceptent pas. Au début, ils se disent même c'est le déni, c'est de dire que c'est des choses qui n'existent pas. Mais en réalité, c'est des faits qui sont là, qui sont têtus. Et qu'ils finissent par savoir que c'est des choses qui existent et pour lesquelles il faut faire face. Et qu'il faut en fait regarder de face et trouver des solutions. Généralement, c'est un refus, mais depuis quelque temps, depuis quand même que, d'ailleurs, les États, on a eu ces directives volontaires, depuis qu'il y a eu cette approche-là de concertation, de discussion, je pense de plus en plus les États commencent à comprendre qu'il faut se serrer les coudes, main dans la main, essayer de chercher un peu à solutionner, à reconnaître les problèmes et à leur trouver une solution. Donc c'est sûr qu'au début c'est toujours un refus, parfois même c'est réprimé, même il y a la violence, quand il y a les communautés ou les populations qui se révoltent contre par exemple les accaparements de terre, on a assisté à cela ici au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, parce que nous le savons, mais à la longue, les États finissent toujours et les gouvernants finissent toujours à comprendre que c'est quelque chose qu'il faut regarder en face et quelque chose pour lequel il faut trouver des solutions. Alors, sinon, nous allons à la guerre et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Oui, chez Omar, on parle bien d'un espace bien déterminé, c'est le bassin du fleuve Sénégal. Si je comprends bien, le travail que vous êtes en train de faire, c'est d'arriver à des législations d'abord nationales
qui consacre cette gouvernance foncière, mais aussi c'est quelque part une définition de critères de convergence entre les pays qui coopèrent, non? Absolument, absolument. C'est vraiment ça l'esprit de base. Nous pensons que les pays sont aujourd'hui dans des processus de réforme. Et souvent, il ne faudrait pas que les réformes soient dictées justement par le besoin simplement de privatiser la terre. Il y a plusieurs options possibles. Il faudrait que ces politiques foncières intègrent les préoccupations des populations locales, parce que souvent ce qu'on oublie, c'est que les populations locales n'ont que la terre comme capital. Quand on a en face et que nos pays aujourd'hui ont besoin d'avoir justement des investissements, et tout le monde connaît aujourd'hui que l'agriculture est une des réponses, par exemple à l'emploi, à la sécurité alimentaire. Donc, je crois qu'il y a un consensus sur cet aspect. Or, le problème que ça pose, c'est que peut-être la façon de résoudre cette question peut poser problème. Parce qu'on peut penser qu'il faut amener de gros investisseurs qui viennent, qui sont plus intéressés peut-être par le rapatriement, en tout cas des bénéfices tirés de cette terre, dans d'autres retour sur investissement le plus rapide possible. Mais comment faire pour que les droits des populations soient préservés? Et je pense que nos États comprennent que la gestion foncière doit être gage de paix sociale durable. Et que si nous arrivons, effectivement, nous sommes sur des écosystèmes qui sont quand même relativement fragiles. Quand on fait des études, on se rend compte que rien que aujourd'hui, en termes de changement climatique, on connaît les effets que ça fait par rapport aux terres aménagées, rizicultivables, qui sont en train de diminuer avec la salinisation, avec justement ces impacts des changements climatiques. Donc l'enjeu aujourd'hui est de dire, comme la ressource va être de plus en plus rare et que tout le monde en a besoin, comment faire pour avoir des règles communes et gérer ensemble tout en pensant aux générations à venir. Si on ne prend garde, on risque par exemple de ne pas penser aux générations à venir et peut-être de figer les propriétés. Si aujourd'hui par exemple on donne, c'était le cas un peu de Mbane ou en tout cas où on a de Fanaï, Mbane où on a distribué plus de terres que disponibles, Fanaï où effectivement on a eu quand même presque plus de 20 000 hectares qui étaient concernés. La question que ça pose, c'est que est-ce qu'on doit figer la propriété foncière autour de quelques privés, ou bien on doit créer les conditions pour qu'un investisseur, et en encadrant, et j'espère que c'est l'esprit de la réforme foncière en cours au Sénégal, pour qu'on ne puisse pas disposer à soi, par exemple, plus de 1000 hectares ou 5000 hectares. Je crois qu'il faut que les législateurs nous aident à encadrer cela. Deuxièmement, il faut qu'ils nous aident aussi sur la durée. On ne peut pas être sur 90 ans. Ce n'est pas parce que simplement en bail en futur peut aller jusqu'à 99 ans qu'on doit donner, par exemple, à un investisseur 99 ans. Il faut arriver à ce que les populations, la société civile, les parlementaires aient des mécanismes de suivi et d'évaluation. Est-ce qu'il a respecté son engagement? Est-ce que l'investisseur est en train de faire quelque chose qui soit aussi par rapport aux objectifs de nos États? Aujourd'hui, par exemple, le Sénégal se fixe, ou en tout cas la Mauritanie ou le Mali, ces États se fixent comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et de créer des emplois pour les jeunes. On ne peut pas, pendant ce temps, considérer qu'on ne cherche qu'à avoir des devises pour l'État, où on donne, par exemple. Donc, je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre l'investissement et les populations locales. Et je crois qu'il y a du gagnant-gagnant à trouver à ce niveau. Docteur Diarra, sur cette problématique soulevée par la problématique, elle est capitale, parce que il faut reconnaître que en termes de distribution des terres, d'accès et de contrôle, franchement, il y a fort à faire. Et c'est pourquoi le Mali, effectivement, dans sa quête d'outils et de moyens pour contrôler cette situation, penser qu'il faut faire une politique, c'est-à-dire une vision par rapport à la gestion des terres. À la date d'aujourd'hui, nous avons pu effectivement élaborer cette politique foncière agricole inspirée effectivement des directives volontaires. On s'en est basé beaucoup pour avoir ce document de politique dont les grands agrégats ont fait l'objet de légifération au niveau de notre projet de loi qui se trouve aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale pour vote et promulgation par le président de la République. Donc, le Mali est vraiment pointé du doigt par rapport à ce problème d'accaparement des terres, surtout au niveau des grands bassins de production tels que l'Office du Niger, Sélingué. Force est de reconnaître que nous avons un capital, un patrimoine foncier important évalué à 2 millions d'hectares, dont 1 million aujourd'hui
pré-opérationnel pour l'investissement. Donc, quelques dotations ont été faites à ce niveau-là, en conformité avec la loi malienne, mais ça fait l'objet de beaucoup de problèmes. Donc, notre texte en cours d'adoption aujourd'hui prévoit un certain nombre de mesures qui vont davantage protéger les droits des producteurs qu'on a trouvé sur toi. Parce qu'on vient avec l'hypothèse suivante et le postulat, on vient, on aménage, on spécialise la vocation, mais après on vous redonne. Il se trouve que très souvent, au moment de venir, il y a de la négociation, au moment de décider, les producteurs, les exploitants ne sont pas là. Ouais. Donc, ils n'ont pas leur juste compensation par rapport à ce qu'ils avaient. Et ça pose des problèmes. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vouloir construire un état de droit et piétiner les droits des gens, c'est difficile. Donc, de ce point de vue, les mesures essentielles sur lesquelles on a tenté aujourd'hui de faire, c'est d'éviter, comme M. Ball a dit, qu'on aille à des formats de baux agricoles très allongés, comme un bail amphithéotique de 90 ans. C'est difficile. Hein? Et de deux, de construire un cahier de charges où il y aura au moins des grilles qui nous permettent d'accepter et d'associer les organisations paysannes de la localité pour qu'ils donnent leur avis. Ce modèle de cahier de charges est retenu dans notre future loi et il y a une grille d'analyse par rapport à l'investissement dont l'avis des populations est pris en compte. Cela aussi est bien établi. Nous pensons que petit à petit, vous savez, ce genre de choses, ça se règle dans le temps, ça se gagne dans le temps. Il suffit de prendre conscience de la dangerosité pour prendre les mesures adéquates. Et c'est à cela que nous sommes en train de nous investir. Chez vous aussi, l'heure à l'autosuffisance alimentaire? L'autosuffisance alimentaire, c'est toile de fond de tous les pouvoirs publics aujourd'hui. En riz ou en mil ou en fognon? La culture de base, c'est le riz, naturellement. Oui. Mais il y a d'autres cultures sèches, comme le mil, le petit mil, le sorgho et d'autres spéculations. Mais en tout état de cause, nous avons construit une loi d'orientation agricole depuis 2006. Le cap fixé à ce niveau, c'est l'atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Sécurité et souveraineté alimentaire pour donner beaucoup plus d'ouverture aux producteurs, aux exploitants, en mettant des moyens idoines pour qu'ils puissent travailler. Travailler et produire et donner beaucoup plus de faveur aux productions locales et nationales. Alors, cher Seck, monsieur le député, vous votez les lois. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la législation sénégalaise en matière foncière consacre vraiment une gestion concertée des ressources partagées à partir de la terre? Oui, je peux dire oui, je peux dire non. Parce que si on réinterroge l'histoire, nous avons plusieurs étapes dans la gestion foncière. Il y avait d'abord l'étape précoloniale, il y avait l'étape pendant la colonisation, l'étape postcoloniale et la gestion à partir du domaine national. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vécu pendant très longtemps cette loi de 64 qui, malgré quand même ses limites, a contribué à la pacification quand même de l'espace foncier. Il est vrai que la terre étant un bien qui intéresse tout le monde, elle ne peut pas souffrir quand même de contestation, de conflit. Et c'est dans ce sens que le président de la République a mis en place cette commission nationale de réforme foncière pour que tout le monde, à partir d'une démarche participative et inclusive, que l'on puisse discuter, s'inspirer effectivement des directives volontaires pour mettre en place une véritable législation foncière. Et cela appelle donc de cette commission une plus large concertation, une plus grande démarche participative inclusive pour qu'au finish, parce que nous les parlementaires, nous avons aussi notre spécificité. Vous vous rappelez en 1996 de cette loi sur le code des collectivités locales où on n'a pas été associé en amont et qui a fait l'objet de ces 287 amendements. Si aujourd'hui également cette commission travaille sans l'implication au départ des parlementaires, il va sans dire que le jour où
ce texte ou ce projet de loi atterrira sur la table de l'Assemblée nationale, nous, en tant que députés, mais aussi responsables de collectivités locales, nous avons quand même une part de responsabilité. Et vous n'êtes pas impliqué là, en amont là? Nous ne participons pas. Nous ne participons pas aux travaux de réflexion de la Commission nationale, comme le font par exemple IPAR et FAO, qui nous associent dans tout ce qu'ils font. Ce n'est pas le cas de l'autre côté. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte de sécurité alimentaire, qui appelle aujourd'hui une cohabitation intelligente entre l'agrobusiness et les exploitations familiales. Parce qu'avec les exploitations familiales, on ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Or, l'autosuffisance alimentaire relève du domaine du possible, mais il faut également l'agrobusiness. Or, dans l'évolution aujourd'hui du système mondial, où la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, aujourd'hui est dépassée. Beaucoup d'intellectuels crient cette RSE, la traite d'une sorte d'aumône déguisée, et qu'on doit évoluer en amont vers une business diplomatie. Il faut qu'on discute carte sur table, que les populations, par rapport aux investisseurs, par rapport aux entreprises qui viennent s'implanter, que les termes de référence soient très clairs au départ et que les populations puissent en bénéficier, l'État puisse en trouver son compte. Et c'est ça, nous, notre rôle en tant que parlementaires, en tant que législateurs chargés de voter les lois qui sont applicables demain par l'exécutif. Comment convaincre le Sénégalais lambda que l'agrobusiness est importante aussi si on veut atteindre justement l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire? Parce qu'il y a quand même une peur bleue de l'agrobusiness. Oui, mais parce que l'agrobusiness est conçu comme des étrangers qui viennent, qui s'installent. Mais l'agrobusiness peut même être local. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui investissent dans des domaines d'activité qui sont différents et qui gagneraient à venir aujourd'hui explorer donc l'agriculture, à venir explorer l'élevage, à venir investir dans la vallée. Donc ça, c'est une forme d'agrobusiness local. Mais également, au départ, si les choses sont très claires, les paysans sont associés dans ce qu'ils font, parce qu'il ne faut pas seulement venir à partir de l'état du sommet ou à partir du maire, qu'on attribue des terres à des étrangers qui viennent s'installer. Et là, c'est une forme de transformation du paysan en ouvrier agricole. C'est ça qui fait peur. C'est cela dont on n'a pas besoin. Mais si les choses sont claires au départ, qu'on est associé, chacun sait ce qu'il gagne dans cette affaire, je crois que les choses seront très claires dans leur applicabilité. Madame Lalaïcha, je reviens un peu sur l'idée de critères de convergence. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que le paysan, l'éleveur, en tout cas l'usager de la terre, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, en Gambie, puisque nous partageons les mêmes terres, nous avons en commun des fleuves, et qu'ils aient à peu près les mêmes dispositions? Oui, dispositions, oui. Qui les régissent dans le sens de promouvoir justement une bonne gouvernance foncière. Oui, ça nous ramène à la législation même, dans nos pays. Je pense qu'effectivement, nous avons dans nos pays différents. Par exemple, si je prends l'exemple de la Mauritanie, que je connais mieux, donc il y a une législation, mais c'est des législations anciennes qui ne prennent pas en compte cela. Par exemple, si nous prenons l'exemple du conflit qu'il y avait eu entre la Mauritanie et le Sénégal, c'était un conflit qui était lié donc à l'utilisation du pâturage. C'était entre éleveurs et agriculteurs. Donc c'est des choses qui existent et qui persistent et qui demandent effectivement une réflexion. Et c'est à cela que nous attelons. Par exemple, dans ces rencontres, nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons des législations qui sont anciennes et qui ne sont pas réactualisées et qui ne tiennent pas compte en réalité des phénomènes nouveaux qui existent et qui ont besoin d'être intégrés dans ces législations-là. Et c'est pourquoi, effectivement, si par exemple il y a une réforme foncière, par exemple, qui se fait dans un pays, elle doit tenir compte de tout cela. Mais le problème, c'est que ces réformes ne se font pas facilement par nos États. Je ne sais pas si ce que je dis c'est du n'importe quoi. Peut-être même arriver à une politique foncière commune. C'est-à-dire dans la sous-région. Oui. Absolument, c'est bien possible. Et nous pouvons aller vers ça. Mais ça, c'est des choses qui arrivent de façon... c'est pas maintenant, c'est pas le problème qui se pose. Il faut d'abord régler le problème dans les pays. Même tout à l'heure, quelqu'un a dit que même ces divergences et ces conflits, ça se fait même entre éleveurs eux-mêmes.
il y a des problèmes d'éleveurs eux-mêmes, Oui, entre oui, agriculteurs absolument, eux-mêmes. absolument. Donc c'est parce que la législation n'est pas claire par rapport à ça. D'abord, il faut qu'on se concentre d'abord sur la législation dans chacun de nos pays. Et après, bien sûr, on peut bien avoir une législation commune entre nos pays, par exemple, tous les pays qui sont sur le bassin du fleuve Sénégal, parce que nous vivons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes difficultés, nos populations ont chacune de nous besoin de l'autre, et on ne peut pas s'en passer. Vous savez, vous connaissez le problème qu'il y a eu, les événements entre la Mauritanie et le Sénégal. Ça n'a pas empêché que les Mauritaniens vont au Sénégal, les éleveurs mauritaniens vont en transhumance au Sénégal, et les autres reviennent. Donc, les populations elles-mêmes n'ont pas de problème. Comme le disait une autorité mauritanienne dernièrement, parce que GFM était à Nouakchott il n'y a pas longtemps, que l'eau, le fleuve, doit être un élément qui unit et non qui sépare. Oui. Voilà, donc c'est ça, pour revenir un peu sur ce problème de législation, c'est que cette législation n'est pas appliquée. Même la législation dont nous disposons aujourd'hui n'est pas appliquée. Elle est très très mal appliquée dans nos pays. Et il n'y a pas un système de contrôle et de surveillance par nos États qui permet de suivre un peu cette législation et de voir comment les choses sont appliquées. Et ça, on le voit dans la répartition de ces terres. Si nous regardons par exemple le problème de la Mauritanie, nous avons, ça se manifeste doublement. Par exemple, nous avons des conflits fonciers entre des Mauritaniens eux-mêmes, par exemple des investisseurs mauritaniens qui viennent, qui veulent investir, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais le problème c'est qu'ils investissent sans discuter, sans débattre, sans même aviser les propriétaires des terres. C'est-à-dire les autochtones, ceux qui sont là, qui ont la propriété des terres, qui ont des terres, ne sont même pas avisés. Par exemple, l'investisseur vient un jour, il te dit, oui, moi on m'a donné 1000, 2000, 3000 hectares, 33 000 hectares, on me l'a donné, et les populations ne sont même pas au courant. Donc il n'y a aucun système qui est mis en place qui permet aux populations et à ceux qui veulent investir, qu'ils soient des investisseurs nationaux ou étrangers, qui permet de construire un dialogue et des échanges pour que les gens arrivent à un consensus qui leur permet d'évoluer sans qu'il y ait clash. Et pour le cas de la Mauritanie, vaste territoire, mais une bonne partie qui est quand même désertique. D'où peut-être la bataille d'avoir les bonnes terres. Les bonnes terres, c'est-à-dire on dit toujours, les chercheurs disent qu'il y a vraiment un mouvement du nord vers le sud, et ça se comprend. Par exemple, un vaste territoire, comme vous le dites, désertique, dont les 2/3 des populations habitent dans le sud-est mauritanien. Donc c'est là où on trouve les terres qui sont cultivables, qui sont arables, et tout le monde va vers ça. Donc converge vers ça. Nous avons aussi le problème avec les réfugiés mauritaniens qui sont partis et qui sont revenus, ils doivent avoir leurs terres, ils doivent être réinstallés en Mauritanie. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, nous avons besoin donc d'une bonne gestion de ces terres pour éviter les conflits. Nous avons tous les cas d'accaparement des terres dans le Brakna, dans le Trarza, dans le Gorgol. C'est le cas aujourd'hui du problème des gens au Brakna, c'est chez les Kans, on sait qu'il y a un grand problème là-bas. On a un problème à Fada, au niveau du Trarza. On a un problème des femmes de Tchamben, les manguiers de Tchamben, nous avons tout ça. Donc c'est des problèmes qui persistent et qui demandent vraiment un dialogue, qui demande à ce que les autorités, la société civile, les communautés elles-mêmes et bien sûr les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou qu'on puisse être sur une même table et discuter des meilleures formes. Très bien, mais docteur Diarra, cette fois-ci, je fais un peu entorse à la règle établie depuis le début de ce débat. Docteur Diarra, quel est l'agenda en écoutant tout cela, l'agenda au niveau de l'OMVS aujourd'hui? Bon, je pense que à la suite de cet atelier, on va faire une planification des activités. Je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans par rapport à la diffusion surtout et l'application des directives volontaires pour vraiment une gestion, une gouvernance apaisée. Bon, à la suite de cette planification, je pense que il est visé que nous puissions s'entendre d'abord dans une appropriation vraiment élargie des directives pour une meilleure compréhension et une meilleure application. Parce que moi, je refuse de me caler dans un agenda en matière de gestion foncière, parce que tous les délais qu'on peut se donner, souvent, ce n'est pas évident
il y a un principe, nous l'avons dit lors du moment où on élabore notre politique foncière agricole, que le pilier fondamental de la démarche, c'est la progressivité. Et cette progressivité s'inscrit dans le temps, où étape par étape, il faut procéder à la validation des choix et des grandes options, et que nous puissions, au bout du rouleau, avoir en tout cas un document le plus consensuel possible. Et cela est très important. C'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une course de vitesse. Travaillons dans le temps, en parfaite collaboration avec les acteurs, où ils ont des avis à donner, où il faut être attentif et les écouter, pour que le document en construction, l'instrument juridique en construction, puisse refléter la réalité et les besoins réels des populations. Et c'est à ce prix, et je dis bien à ce seul prix, que nous pourrons gagner le pari de cet apaisement et que nous pourrons aller vraiment en toute tranquillité vers des objectifs de production, de transformation. Une politique foncière commune, au sein de l'OMVS au moins, réaliste ou utopique? Bon, moi, je demeure très optimiste. Pourquoi? Parce qu'en amont, nous avons des réussites qui sont signalées au niveau de l'UEMOA où on a une politique agricole commune. Par exemple, c'est une question au de niveau logique, de la CEDEAO, nous avons une politique agricole commune. Ouais. Et je voyais l'autre jour un élément de politique très fort sur lequel on dit très peu là-dessus, mais aujourd'hui, il faut le dire, l'ORFAO. L'ORFAO, c'est l'Observatoire régional sur le foncier pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une initiative qui est prise par l'UEMOA. Donc c'est bien un élément de politique qui va nous unir. Donc pourquoi pas l'OMS? Pourquoi pas? En termes d'éléments, peut-être il faut le comprendre simplement que nous ne pouvons pas imposer un aéropage d'éléments de politique à tout prix, il faut l'exécuter. Mais élément par élément, démarche par démarche, on arrivera un jour à se comprendre et à se donner la main pour gagner ce pari-là. Alors, cher Maba. Oui, mais justement, je pense que vous posez une excellente question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, dans le nouveau projet avec l'appui de l'Allemagne et du FIDA, nous envisageons d'aller vers une charte de la zone OMVS qui inclura la Guinée. Donc, ce que vous dites est tout à fait faisable. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, nous avons des ressources partagées. Et nous sommes condamnés à vivre ensemble sur ces ressources. Donc, il faut qu'on trouve des règles, des mécanismes. Et comme on dit, et je crois que le président Seck l'a rappelé tout à l'heure, il ne faut pas oublier que 1964, avec la loi sur le domaine national du Sénégal, 83 en Mauritanie, on se rend compte que c'est toujours des politiques qui sont plus... en tout cas, on venait de prendre l'indépendance. Il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui sur des politiques qui viennent de nous-mêmes. Le besoin aujourd'hui, comme les gens de la vallée sont condamnés à vivre ensemble, c'est les mêmes familles. Vous trouvez de l'autre côté les mêmes parents qui sont de même père, même mère, celui-là il est sénégalais, l'autre il est mauritanien. Donc la question de fond qui se pose, c'est comment arriver à créer à ce que nos lois accompagnent les pratiques et non l'inverse. Il ne s'agit plus d'avoir des lois qui sont faites en haut et qu'on vienne dire maintenant on va les appliquer en Casamance, avec la Guinée-Bissau, avec la Gambie ou ailleurs. Et je vous donne juste une anecdote si vous permettez. Oui. Récemment, on était dans des ateliers de think tank au Ghana. J'ai interpellé le président Faure, l'ancien président. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais monsieur le président, qu'est-ce qui se fait que quand vous étiez président, vous n'arriviez pas à faire cette unité africaine à laquelle vous nous appelez aujourd'hui? Il m'a dit, vous avez posé une bonne question, puisque moi-même, je l'ai dit à un moment. Et qu'est-ce que le Nigeria m'a dit? Le Nigeria a dit au Bénin, parce que le Bénin disait, ouais, il faut l'unité. Le Nigeria a dit, si vous êtes intéressé par mes ressources pétrolières, venez pour devenir la 26e région. Donc, il n'est pas question de... Parce que moi, j'ai le pétrole. Aujourd'hui, ils n'ont plus le pétrole. Comment faire pour que l'eau, et que vous avez raison, le fleuve soit l'unité? Donc, je pense qu'il faut que nos États accompagnent les populations dans les pratiques. Les populations appellent à cela, la société civile, les parlementaires, les autres interpellent. Il faut que les États... vraiment, et les chercheurs montrent que c'est ça la solution. Si on ne fait pas ça, je crois que l'Union européenne, il y avait beaucoup de guerres plus graves. Ils ont réussi à créer l'Union européenne. Aujourd'hui, il faut, à mon avis, arriver au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai été vraiment frappé par l'OMVS, qui a dit hier qu'ils sont partants pour qu'on ait une charte vraiment de l'OMVS. Donc, ce que vous dites est dans l'ordre du possible. Et je pense que les parlementaires, il y en avait une 15aine,
parce qu'on a 5 parlementaires par pays qu'on a invités ici. Je pense qu'ils sont là, ils vont nous accompagner ensemble, les chercheurs, la société civile, les États, pour vraiment rendre cela possible et au bénéfice de nos populations. Alors, monsieur le député Cheikh Omar dit qu'il faut éviter des lois qu'on vienne plaquer sur des réalités, mais que les réalités inspirent les lois. Mais de manière très concrète, comment au niveau de votre commission cela se passe? Est-ce que vous faites des visites de terrain? Est-ce qu'il y a des remontées? Est-ce qu'il y a justement aussi entre vous et le gouvernement une concertation permanente sur la question foncière? Oui, bien sûr. Je dois dire simplement que je suis d'accord avec Dr Cheikh Omar. Il faut de plus en plus, donc dans ce monde-là, qu'il y ait dans toute chose une démarche participative. Si nous considérons, nous prenons les populations comme des consommatrices de recettes toutes faites, nous allons nous heurter toujours à l'applicabilité de ces lois. Revenant maintenant à la commission dont vous parlez, nous sommes la plus grande commission technique de l'Assemblée, qui a compétence autour de 13 ministères sur 30, mais administrateurs également autour de 22 sociétés nationales. Nous faisons beaucoup de visites de terrain. L'année dernière, quand il y a eu le problème du riz dans la vallée, nous nous sommes déplacés. Avec 23 députés de la commission, nous nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons fait 3 jours dans la vallée. Nous avons écouté les paysans. Nous sommes allés jusqu'au fin fond de la vallée. Au retour, nous avons fait des recommandations. Nous avons tenu des points de presse. Et merci beaucoup au chef de l'État qui a pris toutes nos recommandations en directive présidentielle. Et 1 mois après, il ne restait pas 1 kilo de riz dans la vallée. Et quand il s'est agi d'acheter du riz pour les Magal et les Gambou, le riz n'était plus disponible. Ce n'est pas du riz périmé, hein? Non, du tout. C'est un excellent. Vous savez, dans la vallée, il y a toutes sortes de riz. Ça dépend maintenant du système donc, de décortiquage. Mais je dis, le riz de la vallée, c'est le meilleur riz. D'abord, c'est un riz qui est très digeste, qui n'a pas fait l'objet de long stockage. C'est un riz qui a 4 fois moins de sucre que le riz importé. Donc, c'est un excellent riz. Maintenant, revenant J'en sais quelque chose. Hein? Voilà. Maintenant, revenant sur les ressources partagées. Je pense qu'aujourd'hui, un consensus dans la sous-région, par des directives, une législation commune, est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Au moment de la construction de ce barrage de Diama, nous avons à peu près 375 000 hectares qui sont aménageables entre nos différents États. Aujourd'hui, l'ensemble de nos États, nous n'avons pas aménagé plus de 150 000 hectares. Mais l'eau que le barrage de Diama turbine, à peu près autour de 20 milliards de mètres cubes, mais il n'y a que 5 milliards qui sont utilisés. Cette eau turbinée ne peut pas être gardée parce que le barrage de Diama n'est pas un barrage de retenue. Donc chaque année, il y a 15 milliards de mètres cubes qui sont jetés dans la mer. Alors que cette eau aurait pu être entraînée dans nos différents États pour développer donc, la culture irriguée. Voilà un problème. Deuxième chose, avec ces événements de découverte de gaz et de pétrole, dans la sous-région, qui n'appartient pas seulement au Sénégal, là aussi, on a quand même besoin d'une concertation et d'une législation qui nous permettrait demain d'exploiter cela sans heurts. Donc, il faut anticiper sur les événements, il faut anticiper sur tout cela. Très bien. On va faire un dernier tour, parce que le temps est presque terminé, mais j'aborde une dimension liée à la sécurité de nos territoires, de nos États. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé au Mali. Or, pour pouvoir mettre en place une gouvernance foncière, il faut que vous puissiez disposer de votre terre, que vous ayez plutôt un pouvoir sur votre terre. Quelle réflexion cela vous inspire, la question sécuritaire? Oui, moi je pense que la question sécuritaire est extrêmement importante dans la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, si nous assistons aujourd'hui à ce que nous voyons comme terrorisme dans nos pays, au Mali et tout ça, c'est parce que aujourd'hui il y a une force, c'est les forces une jeunesse qui est laissée à elle-même, qui ne travaille pas, c'est des démunis qui n'ont aucun moyen de subsistance et qui sentent même que leurs droits sont spoliés, que les droits sont lésés, donc ils s'adonnent à ce terrorisme-là. Je pense qu'il est important aujourd'hui que dans nos politiques, qu'on puisse, même pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui qui nous envahit, qu'on puisse, dans notre législation, permettre à ces jeunes-là, à ces femmes, à ces forces vives de pouvoir travailler. Et tout à l'heure,
mon frère vient, comme il vient de le dire tout à l'heure, nous avons beaucoup de potentialités qui ne sont pas exploitées. Par exemple, cette eau. Il faut réfléchir et voir comment on pourrait, par exemple, ramener cette eau-là pour qu'on puisse irriguer la Mauritanie. En Mauritanie, vous venez de le dire vous-même, vous dites que c'est un vaste territoire avec beaucoup de terres. Pourquoi ne pas chercher, réfléchir à des moyens pour pouvoir irriguer ces terres, pour pouvoir travailler ces terres, pour que ça ne soit plus source de conflit, pour que les gens ne puissent plus aller faire un mouvement, tout le monde vers le sud. Pourquoi pas, si par exemple aujourd'hui on aménage des terres, cela permet d'abord de favoriser le développement, ça va permettre aussi de réduire les conflits, parce que les gens auront des terres et ils ne seront pas tous amenés à aller dans la vallée pour chercher des terres, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'existent presque pas. C'est des terres qui sont réduites. Donc je pense que même pour la politique sécuritaire, il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir une gouvernance qui est une gouvernance responsable, une gouvernance foncière qui soit responsable pour que la prospérité, que tout le monde puisse être redevable, que tout le monde puisse aussi avoir sa part dans cette partie-là. Et c'est là où je dirais aussi que pour nos législations, il est important aujourd'hui que tous nos pays acceptent d'aller vers ces réformes foncières. C'est bien qu'au Sénégal et qu'au Mali, on puisse faire ces réformes foncières. Mais en Mauritanie, je demande à ce que les gens commencent à réfléchir sur cette réforme foncière, parce qu'elle vient de commencer. On m'aurait dit que les gens commencent avec la Banque mondiale et l'État, on commence cette réforme foncière. Mais la société civile, en tout cas, n'est pas conviée encore à ça. Et je suggère vivement qu'il y ait vraiment des rencontres, une concertation élargie à la société civile, aux communautés. Je suppose que votre message a été entendu, voilà, parce que TFM est regardé aussi en Mauritanie. Cher Seck, nous allons vous interpeller aussi sur la dimension sécuritaire. On termine par la droite, rapidement. Oui, moi je pense que la dimension sécuritaire, elle est extrêmement importante, mais tout est question de consensus et de discussion. Je pense que si nous arrivons à harmoniser donc nos législations, parce que cette harmonisation non seulement est utile sur le plan interne, mais également au niveau de la sous-région. Et je disais hier que si nous prenons l'exemple de notre pays, nous avons beaucoup d'écrits, nous avons beaucoup de codes. Si nous prenons la terre, nous avons le code minier, nous avons le code de l'eau, nous prenons les forêts, nous avons le code forestier, le code de l'environnement, le code de la chasse, le code pastoral. Nous avons de l'autre côté le code de la pêche. Or, si vous y allez, dans chaque code, on peut trouver des contradictions par rapport à l'autre code. Je crois qu'il est aujourd'hui question de se retrouver autour d'une table, d'harmoniser tous nos codes, toute notre législation en un seul document, mais également de se retrouver également autour de la sous-région pour parler le même langage. Et les problèmes de sécurité qui se posent aujourd'hui dans notre sous-région appellent de notre part une telle action. Au Mali, dans quelle mesure la situation qu'on connaît là-bas constitue un frein, un obstacle à cette réforme foncière? Bon, je crois qu'il faudra comprendre que le Mali, en s'adossant aux directives volontaires, a fait le choix de la justice sociale et du respect des droits à travers un certain nombre de mesures qui constituent d'ailleurs l'ossature des innovations issues de nos textes, le nouveau texte que nous venons de prendre tout de suite. Il s'agit surtout de mettre en place les outils alternatifs de sécurisation foncière tels que l'attestation de possession foncière. Ça n'existait pas dans la législation malienne, le code douanier qui existe. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, le fait de spolier le droit des gens, ça nous amène forcément à des dérives sécuritaires très graves. Donc il ne faut pas se cacher le visage, il faut que les droits des citoyens soient respectés, surtout le droit foncier. Sinon on va créer seulement des incubateurs de bandits qui vont nous créer toujours des problèmes. Alors, dans ce cadre-là, nous avons mis en place ce premier outil qu'on appelle l'attestation de possession foncière, qui est établie par les communes à travers une attestation de détention foncière, elle-même délivrée par le chef de village.
Et nous avons mis en place aussi des dispositions pour sécuriser les transactions foncières. Parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire de terre. Donc maintenant, on a prévu cette sécurisation des transactions à travers des baux agricoles qui ont surtout une dimension temporelle. On a choisi 5 ans. On fait le prêt, pas avant 5 ans, le bailleur ne peut retirer au preneur la terre. Ce sont des mesures qui permettent vraiment de donner une plus grande lisibilité, en tout cas à la dimension sécuritaire de la détention des terres, et permet en tout cas de faire l'investissement et donner plus de chance à la production agricole. Cheikh Oumar Ba. Oui, juste peut-être si vous permettez une minute sur lui avant de la sécurité, oui, c'est que, rapidement. par exemple, là, le Sénégal a vraiment matière pour s'inspirer de l'exemple malien. Ouais. Et je pense qu'au lieu de penser à Madagascar ou en France ou ailleurs, je crois qu'on a d'intéressants exemples. Peut-être que la CNRF devrait pouvoir s'en inspirer. Pour la question sécuritaire, la question, moi je la vois à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a la sécurité alimentaire, on en a parlé. Il y a aussi la sécurité simplement humaine. Mais par rapport à cette sécurité qui amène un peu des conflits, on sait que le conflit israélo-palestinien a comme source la gestion de l'eau. Et donc, si on ne fait pas attention, les prochaines guerres vont se faire autour de l'eau, mais également autour de la gestion des ressources. Aujourd'hui, par exemple, la Mauritanie a découvert l'or, le Sénégal va découvrir le pétrole et le gaz. Comment faire, comme l'a dit vraiment l'honorable député, pour que ces ressources soient déjà, qu'on anticipe, qu'on ne fasse pas comme ce qu'a fait par exemple certains pays où les ressources naturelles ont été des malédictions. Et on doit tirer profit de cela pour qu'ensemble on anticipe. Et je crois que l'État, aujourd'hui quand même, le Sénégal a voté la loi sur le patrimoine. Je crois qu'il faut encourager les gouvernements dans cette direction et vraiment que des réflexions, ceux qui sont dans la prospective comme IPAR et d'autres, qu'on aide aussi le gouvernement et les États, les parlementaires, les autres acteurs à réfléchir et à trouver des solutions pour anticiper d'éventuels conflits, pour que la terre soit source d'union, comme le fleuve, mais pas source de désunion et de conflits entre les populations. C'est une belle chute pour cette émission en tout cas. Merci Cheikh Oumar Ba d'IPAR, Dr Daouré Diarra du Mali, Madame Lalla Aïcha de la Mauritanie et Cheikh Seck, député du Sénégal. Voilà, c'était notre 4e plateau avec TFM et IPAR. IPAR, c'est Initiative Prospective Agricole et Rurale. Réalisation Tonton Mac, prise de son Abdurrahman, et puis nos cadreurs Khalil Ndiaye, Mouar Kharma et tous les autres. Merci, bonsoir.